Bonjour Alexandra, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Synergie Entrepreneur. Donc l'idée, c'est d'échanger pour grandir ensemble au sein de la communauté. Et donc aujourd'hui, tu vas nous parler de SEO. Oui, bonjour Étienne, merci pour l'invitation. Écoute, je suis ravie d'être là. Oui, je vais aborder un sujet qui est peu abordé de façon générale, que ça soit sur le plan francophone ou anglo-saxon. L'idée, c'est sur cette demi-heure de vous donner une vision différente et une démarche différente du SEO, qui soit à la fois efficace, mais qui soit plus responsable. Je vais revenir après sur toutes ces notions. Super. Je vais démarrer. Donc aujourd'hui, le SEO qu'on connaît, que moi j'appelle le SEO classique, a quand même tendance à inciter à produire des contenus en masse. Donc ça incite plutôt à l'infobésité. Pourquoi ? Parce que il y a cette idée reçue et c'est quelque chose d'assez accepté depuis maintenant bien 2 décennies quand on fait du SEO, c'est qu'il faut toujours plus de contenu, plus de pages, plus de ressources et faire plus de netlinking si on veut que ça fonctionne. Voilà, parce qu'il faut obtenir des positions et c'est la façon qu'il faut pour les obtenir. Voilà, donc forcément, ça amène à mettre de plus en plus de choses sur son site et à mettre en place de plus en plus d'actions aussi de netlinking qui sont évidemment, plus on fait d'actions de netlinking, plus ça va avoir un impact aussi carbone évidemment. Ce qui fait que c'est aussi un modèle qui rend le SEO qui est finalement assez coûteux parce que ou chronophage, tout dépend. C'est-à-dire que si on le fait soi-même, mettre en place tout ça, ça va prendre énormément de temps. Si on le délègue, ça va coûter assez cher parce que de la production de contenu régulière pendant un certain temps ou mettre en place beaucoup de netlinking, c'est quand même ça devient tout de suite un sacré budget. Et c'est aussi un modèle qui est celui des agences, évidemment, puisque les agences en général, elles vont avoir un système d'abonnement, c'est-à-dire qu'elles ont un client minimum sur 1 an. Voilà, donc forcément, il faut justifier cette durée de prestation. Et donc souvent, on fait des choses au départ et puis après, on va produire du contenu pendant 1 an, 2 ans, etc. Et donc ça fait des grosses prestations. Et puis aussi l'achat de backlink, évidemment, qui va justifier aussi une prestation sur plusieurs années. Sauf que, bizarrement, ce qu'on voit actuellement, alors c'est un chiffre de 2023 là que je donne, donc c'est quand même assez récent. La réalité, c'est que aujourd'hui, on a la quasi-totalité des sites, enfin des pages du web qui ne sont pas visitées, qui n'obtiennent pas de trafic. Donc ça, c'est 2023, sachant que la tendance est à la hausse, puisqu'en 2018, on était à 91%. Donc, tout ça, c'est une pollution numérique énorme, évidemment, pour rien, finalement, puisqu'il n'y a pas de résultat. C'est-à-dire que le fait de dire je justifie la production de contenu pour avoir du trafic, ça tient pas la route. Ça demande énormément d'argent et d'efforts pour rien aussi. Donc c'est quand même un peu difficile. L'autre chose qui peut expliquer ce chiffre, c'est la montée de l'IA pour la production de contenu. Déjà depuis, alors parce que nous en France, ça fait peut-être 2 ans grand maximum et encore qu'on l'utilise, mais aux États-Unis, ça a commencé bien avant. Voilà, donc ça incite à produire encore plus de contenu, mais qui sont pas forcément super qualitatifs. Tout ça, pour moi, ça amène à remettre un petit peu en question quand même ce modèle classique, puisque il n'est pas forcément garant d'une efficacité derrière. Justement, ce manque d'efficacité, c'est aussi pourquoi, parce que on va chercher à toujours se positionner sur des mots-clés qui ont un volume de recherche important. Mais si le volume de recherche est important, ça veut dire aussi très concurrentiel. Donc, s'il est très concurrentiel, le mot-clé, ça veut dire que ça va nous prendre du temps de bien se positionner, voire tellement de temps, même on n'y arrivera pas en réalité. L'autre chose aussi, c'est que on pense beaucoup trafic, donc en se disant beaucoup de volume de recherche, ça va me ramener du trafic, ok. Mais en fait, on regarde pas vraiment les conversions derrière. Souvent, le SEO s'arrête à je regarde mes KPI phares, ça va être mes positions, et puis ok, le trafic.
Sauf que le trafic ne garantit pas des conversions. Donc c'est pour ça que déjà c'est une métrique un peu, où on va pas, on regarde pas assez loin en fait. On peut très bien avoir du trafic mais qui convertit pas du tout. Donc dans ce cas, il n'y a pas vraiment d'efficacité. Et aussi parce que si on vise des mots-clés très génériques, en général ces mots-clés très génériques, il n'y a pas d'intention de convertir derrière. Je vais prendre un exemple. Alors je vais prendre un exemple un peu vraiment exagéré, mais si je suis un voyagiste, je vends du voyage et que je veux absolument me positionner sur voyage, ça sert strictement à rien. C'est pas parce que quelqu'un tape voyage qu'il va acheter un voyage, en fait. Ça veut juste dire que déjà c'est très vague, on sait pas vraiment ce que ça veut faire. Qu'est-ce qu'il cherche? Est-ce que c'est une définition? Est-ce que c'est quelque chose de très vague? Donc il faut vraiment repenser ça. C'est pas forcément intéressant d'aller toujours chercher plein de trafic si de toute façon il n'y a pas d'intention d'achat derrière. L'autre chose aussi, c'est que sur ce modèle classique, on peut avoir des résultats, mais c'est assez long parce que si on veut des mots-clés concurrentiels, c'est minimum, dans certains cas, ça peut prendre 6 mois, voire 1 an, voire plus. Donc c'est long quand même pour avoir des résultats, beaucoup de travail pour il y a quand même beaucoup d'attentes. Donc moi ça m'a amené aussi à du coup repenser vraiment les actions, c'est-à-dire plutôt penser, arrêter de me dire il faut que je mette en place beaucoup d'actions, donc arrêter de penser quantité et nombre de contenus, mais plutôt penser efficacité de chacune des actions. Donc l'idée, c'est vraiment de produire plus de résultats, mais en se concentrant sur des actions qui vont vraiment générer des résultats derrière. Parce qu'en fait, quand on regarde bien, l'idée, c'est de faire du SEO pour un objectif commercial. Évidemment, on va pas faire du SEO pour faire joli. Donc il faut être pour moi, avoir une approche beaucoup plus pragmatique. Et il faut vraiment questionner chaque action par rapport à bien se poser la question, si je mets ça en place, est-ce que ça concourt à mon atteinte de résultats derrière en termes de conversion? Oui, non, et si c'est pas le cas, en fait, c'est que c'est pas une action qu'il faut mettre en place. Ça amène aussi à vraiment se poser la question de reprioriser les chantiers. Donc l'idée, c'est de garder ce qui amène du trafic, mais quand je dis trafic, c'est pas n'importe lequel, c'est un trafic pertinent, c'est-à-dire un trafic, les gens qui viennent, ce sont vos cibles. Il faut aussi que tout ce qui va être mis sur le site apporte de la valeur. Donc c'est pas je crée un contenu parce qu'il faut créer un contenu, c'est je crée un contenu parce qu'il apporte la valeur à ma cible, donc c'est un contenu qui peut l'intéresser. Et il faut aussi se poser la question, est-ce que ce que je mets en place derrière, ça va avoir un impact vraiment significatif sur l'augmentation de mes conversions? Si c'est pas le cas, ça sert à rien en fait. Et en fait, juste déjà de se mettre dans cet axe de réflexion, ça fait faire le tri sur pas mal de choses. Et en réalité, quand on regarde de plus près, ce pragmatisme, il est vraiment compatible avec un objectif de réduction d'impact carbone, parce que on va justement arrêter d'être dans une profusion d'actions, de mettre en place plein de choses qui vont alourdir le site notamment et qui vont être plutôt néfastes. Et donc l'idée, c'est de vous montrer aujourd'hui que cette efficacité, elle est vraiment compatible avec une démarche qui vise à réduire l'impact environnemental du site. Alors je mets d'entrée de jeu à chaque fois cette phrase qui est un peu provoque. Le meilleur SEO, c'est celui qu'on ne produit pas, parce que je m'inspire directement de la méthode zéro déchet, qui est de dire que le meilleur déchet, c'est celui qu'on ne produit pas. Et donc dans la méthode zéro déchet, on a les 5 R, c'est-à-dire on se pose la question si on veut réduire ces déchets, déjà, est-ce que je peux refuser le déchet? Est-ce que je peux réduire ma quantité? Est-ce que je peux réutiliser? Est-ce que je peux recycler? Ou est-ce que je peux composter dans certains cas? Et donc, je vais appliquer une démarche un petit peu similaire avec ma démarche SEO responsable, c'est-à-dire que moi, je vais utiliser 3 R sur les 5. Le refus, il est tout à fait possible. Ça revient un peu à ce que je viens de dire, c'est-à-dire je refuse de mettre en place l'action SEO si elle ne répond pas de façon positive à ces 3 questions. Est-ce que c'est pertinent pour ma cible? Est-ce que ça apporte une valeur? Est-ce que ça sert mon objectif de résultat? Si c'est pas le cas, je refuse. On va voir aussi qu'on peut réemployer.
c'est-à-dire partir de l'existant plutôt que de faire du neuf. Alors ça va concerner surtout la partie la éditoriale, hein, évidemment, mais donc c'est possible. Et il y a évidemment une partie réduire. Est-ce que je peux pas faire des choses pour réduire l'impact carbone, éviter voilà de mettre des choses sur mon site qui sont peut-être pas utiles ou des actions qui vont juste faire alourdir l'impact carbone. Et donc l'objectif, c'est vraiment d'éviter de réaliser des actions qui ne servent à rien, qui produisent pas assez ou pas de résultats. Et donc on va vraiment être dans une démarche 20% d'actions pour 80% de résultats. Et en faisant ça, comme je le disais, forcément, c'est plutôt compatible avec une vision plutôt plus écologique. Alors, voilà, ce 20-80, donc du coup, moins de pages mais mieux optimisé aussi. C'est un objectif aussi, parce qu'on va vraiment se concentrer sur la conversion. Ça va être vraiment notre métrique phare. Donc l'idée, c'est de travailler la qualité des pages, c'est-à-dire, alors c'est bien de venir, qu'il y ait des gens qui viennent sur le site, mais après il faut leur donner envie de faire l'extra step, c'est-à-dire soit de contacter, soit de réaliser un achat. Pour ça, on va travailler évidemment, faire en sorte que les pages convertissent bien, et on va travailler aussi avec l'écriture persuasive, ce qu'on appelle le copywriting. Alors, je vais rentrer après dans le vif du sujet, c'est-à-dire que pour les 3 piliers du SEO, je vais vous dire comment on peut appliquer les 3 R ou toute une partie des 3 R. Donc déjà, sur le plan technique, on peut tout à fait refuser et réduire sur pas mal d'aspects. Alors, je vais pas rentrer dans tous les détails parce qu'il y a beaucoup de choses, mais on peut clairement refuser des actions, voilà, et faire en sorte aussi de réduire le poids ou l'impact, en fait, des choses qu'on va mettre en place. Alors, refuser. Oui, pourquoi? Parce qu'en fait, très souvent, on va faire un audit technique. On va commencer par ça sur un site, c'est-à-dire l'audit technique SEO. L'objectif, c'est aller trouver les points bloquants, analyser le site, trouver les points bloquants qui font que ça peut impacter les résultats en termes de positionnement du site. L'idée, c'est de faire en sorte que Google puisse bien voir les pages, bien les indexer, les ressortir, etc. Sauf que très souvent, on va avoir des recommandations suite à cet audit qui sont extrêmement conséquentes, extrêmement longues. Et là, l'idée, c'est de se poser la question, plutôt que de faire un audit très complet où on va aller regarder dans le moindre détail toutes les pétouilles, c'est de se concentrer sur vraiment ce qui a un impact derrière en termes de résultats. Donc moi, ce petit graphe, il est assez connu en fait, hein. C'est qu'on va regarder le ratio impact en termes de SEO versus aussi effort en temps ou en coût, évidemment. Et donc, l'idée, c'est de ne pas mettre en place tout ce qui a un impact faible sur le SEO, ou qui n'en a pas, ou qui demande beaucoup trop d'efforts. Beaucoup trop d'efforts, c'est des gros changements à faire sur le site, qui vont demander peut-être une intervention assez conséquente d'un développeur. L'idée, c'est vraiment de se concentrer sur des quick wins, et on va corriger que ce qui va améliorer de façon vraiment impactante les positionnements. Tout le reste, on ne le fait pas. Ça économise des ressources, forcément, puisqu'on met moins de choses en place. Ça économise du temps et aussi de l'argent. Voilà, donc j'invite vraiment à le faire sous ce prisme-là. Ça priorise vraiment aussi tout le chantier technique. Donc c'est beaucoup plus simple, beaucoup plus clair, et ça rassure aussi le client. Et autre chose aussi, du coup, forcément, moi je vais challenger certaines recommandations, puisque je sais qu'elles ont plus ou moins d'impact. Donc l'idée, c'est, alors si je regarde 20% d'efforts pour 80% de résultats, il y a certaines actions que moi, je ne vais pas mettre en place. Donc ça, c'est des exemples. Par exemple, réduire la taille des URL, franchement, à moins que votre URL fasse 1 km, ça sert strictement à rien. Avoir une page plan du site, ça ne sert à rien. Quand on dit qu'il faut réduire les ressources, le code, il faut regarder réellement ce que ça veut dire, parce que si c'est souvent on utilise des outils qui vont scanner en disant ça pourrait être réduit, d'accord, mais si c'est pour gagner 6 kilooctets, ça sert à rien en fait. 6 kilooctets sur une page, c'est rien du tout. Donc
pas assez d'impact. Donc, je vais pas passer des heures à aller minifier le JavaScript, le CSS, le code pour gagner 6 MO sur une page, 6 kilooctets sur une page, ça sert strictement à rien. Voilà. Donc, il faut vraiment rechallenger toutes ces recommandations un peu classiques. Autre chose, mettre des images. Alors, oui, si ça a un intérêt. Donc là, je vous donne cet exemple parce que je l'aime bien. C'est-à-dire, vous avez un article qui parle des aléas dans les exécutions d'un chantier et on met une image qui n'a strictement rien à voir avec l'article. Autant pas en mettre en fait. Hein, là, clairement, et puis c'est pas non plus une image que les gens vont chercher, parce que souvent on a cette excuse-là de dire oui, mais les gens ils font la recherche, peuvent venir via les images. Oui, pour un e-commerce, je suis tout à fait d'accord. Voilà, mais pour les blogs, vraiment la question se pose. Si votre image, elle n'a pas vraiment de valeur ajoutée, elle sera pas spécialement recherchée. C'est pas comme ça que les gens vont intéresser sur votre article de blog en fait. Et pas mettre d'image, c'est du temps passé. Enfin, clairement, ça vous fait gagner du temps sur l'intégration. Et là aussi, c'est du poids en moins sur le site. Donc, il faut bien vérifier l'intérêt de mettre une page, une image, et regarder s'il y a de la demande aussi pour ce type d'image. Réduire. Alors, si je reprends l'exemple des images, on peut réduire le poids des images si vraiment il faut qu'on en mette. Vous pouvez réduire jusqu'à quelques kilooctets par image assez facilement. Donc évidemment, sur une image, on la laisse. Enfin, si déjà on veut optimiser, on évite de mettre des images en PNG sur le site, trop lourd. Et souvent, à partir d'un JPEG, on peut facilement le compresser. Et on a maintenant des nouveaux formats qui sont très bien acceptés par les navigateurs et par Google. C'est le WebP notamment. Qui fait que ça réduit sensiblement en fait, sans perdre la qualité de l'image évidemment. Et donc c'est très bien supporté. Donc c'est typiquement des quick wins aussi en termes de poids qui sont pas très compliqués. Ça peut se faire à la main, ça peut se faire. Alors si vraiment vous avez beaucoup d'images avec un plugin, mais voilà une façon de réduire finalement assez simple. Évidemment sur les vidéos il y a aussi des choses qu'on peut tout à fait faire. Et l'autre focus que j'aime bien, c'est aussi sur les plugins, parce que on parle beaucoup de ce qu'on a sur le site en front, c'est-à-dire ce que voient les gens, mais il y a aussi ce que vous avez en back-office qui a un impact. Et donc typiquement, si vous utilisez un CMS type WordPress, vous pouvez avoir tendance à très facilement utiliser beaucoup de plugins. Sauf que les plugins, au bout d'un moment, quand on commence à en avoir beaucoup, ça a une tendance à un peu surcharger le serveur, pour ralentir votre site. Donc, il faut bien faire le tri et se poser la question aussi de, lesquels j'utilise réellement. Quels sont vraiment les plugins que j'utilise et ceux que j'utilise pas, je les enlève, je les supprime. Autre chose aussi qui du coup est moins lourde, des plugins multifonctions. Il vaut mieux avoir un plugin multifonction que 3 plugins. Pourquoi ? Parce que chaque plugin va faire beaucoup d'appels HTTP et c'est ça aussi qui fait que ça va alourdir. Et oui, et pas se contenter de désactiver, mais vraiment supprimer et se poser vraiment la question, est-ce que j'ai vraiment besoin d'un plugin pour faire certaines choses ou est-ce que je peux pas le faire moi-même avec une alternative moins compliquée? Je vais donner un exemple simple. Si je veux faire des redirections de pages, j'ai pas besoin d'un plugin. En réalité, je peux le faire avec une simple ligne. Alors je vais appeler ça de code, mais c'est pas vraiment de code, sur un fichier qui est sur le serveur. Voilà. Et ça, c'est très simple à faire. Utiliser un plugin pour des redirections, c'est un petit peu dommage. Ensuite, si je regarde la partie contenu, là, on peut faire clairement les trois. On va pouvoir refuser, réemployer et réduire. Je vais vous montrer comment. Alors déjà, refuser d'aller se positionner sur des mots-clés où on n'a pas la possibilité de se positionner rapidement en première page. On est dans une optique d'efficacité. Donc moi, ça m'intéresse pas d'aller d'aller me positionner sur des mots-clés où ça va me prendre 1 an et demi, 2 ans, même 6 mois, c'est trop long. Donc, comment je fais du coup pour aller chercher du trafic qui est qualifié, c'est-à-dire qui va me ramener mes cibles, mon audience, moi qui m'intéresse, en 4-5 mois. Alors, je vais chercher des mots-clés, où j'ai un potentiel de positionnement rapide en première page. Donc déjà, ce que je fais, c'est que je vais pas prendre des mots-clés qui ont forcément énormément de volume de recherche. Alors, il faut qu'il y en ait un petit peu, évidemment.
mais je vais plutôt favoriser des mots-clés où j'ai peu de concurrence et des mots-clés qui sont pertinents pour ma cible. Déjà, ça, en général, ça fait un gros tri. Ensuite, je vais regarder pour ce mot-clé-là quels sont les résultats sur la première page de Google pour voir qui se positionne, quel type de site, si c'est un site très puissant ou pas et avec quel type de contenu. Si je m'aperçois que les sites qui se positionnent en première page, c'est des sites très très forts, que le contenu est ultra qualitatif, je laisse tomber parce que je vais avoir beaucoup de mal à venir me glisser en première page. En revanche, si c'est pas le cas, clairement, il faut y aller. L'idée, c'est évidemment de faire une page mais qualitative, donc il faut faire mieux que ce que font ceux qui sont positionnés en première page, avec un élément à valeur ajoutée que les autres n'ont pas déjà mis dans leur page concurrent. Et l'autre chose aussi, c'est qu'une fois qu'on a mis la page, il faut bien s'assurer que dans votre site, elle est bien liée avec d'autres pages, ce qu'on appelle le maillage interne. Donc, je vais donner l'exemple pour un site qui fait de la formation pour les professionnels de santé, pour des kinés. L'idée, c'était de créer, d'essayer de se positionner sur des contenus qui parlent des financements possibles pour ces formations. Donc ça, c'est des contenus qui sont intéressants parce que c'est très près de la conversion. Si quelqu'un cherche des informations pour financer sa formation, c'est qu'a priori, il en cherche une. Et donc, alors, il y a 2 organismes qui existent, qui s'appellent DPC ou l'autre FIFPL. Donc, j'avais regardé un petit peu, obligation de formation triennale DPC. Pourquoi? Parce que les professionnels de santé ont l'obligation de faire une formation à minima tous les 3 ans. Donc, j'ai cherché là-dessus. J'ai vu qu'il y avait un peu de volume de recherche. J'ai vu que la concurrence était assez faible. On est sur un niveau de 0 à 100. Donc, 4, c'est vraiment rien. Donc, je me dis, bon, premier signe, c'est plutôt positif. Et je regarde ensuite qu'est-ce que ça donne actuellement en première page. Donc là, j'utilise une petite extension Chrome du site Moz, qui est gratuite, pour voir le niveau de puissance des sites, ce qu'on appelle le Domain Authority. Et là, je regarde, alors moi, évidemment, mon site à moi, de mon client, là, il est à 13, et je regarde, je vois qu'il y a du 37, je vois qu'il y en a à 23, 43, 45, 19, 17, bon, 23, je me dis, bon, à regarder, ok, pour l'instant ça va, et surtout, je regarde aussi les contenus de ces sites-là, et je m'aperçois que finalement, ceux qui sont bien positionnés, position 1, 4, 6, 9, les contenus répondent pas forcément bien aux mots-clés, ou très brièvement en tout cas, donc pas de façon vraiment complète. Sur d'autres positions, j'en ai 3 où par contre là le travail a été bien fait, l'article est complet, répond bien. Et deux autres sites sur les positions 7 à 10 où l'article est vraiment très très court et finalement répond pas non plus très très bien. Ça veut dire que clairement on peut y aller parce qu'il y a un trou et que si on fait bien le travail, c'est-à-dire que on fait un vrai contenu qui répond bien à la requête, bien complet, qui répond bien à tout et qu'on met une valeur ajoutée supplémentaire, il y a moyen que ça marche. Moi, j'avais appliqué cette méthode-là sur une autre requête, sur cette requête-là, où les gens, en fait, posaient souvent les questions FIFPL ou DPC, ça veut dire quoi? La personne, elle sait pas si elle doit financer sa formation avec un dispositif ou l'autre. Et j'ai fait un article qui montre bien ce qu'est un dispositif versus l'autre, pourquoi le choisir un et pas l'autre, dans quel cas, etc., selon la situation. En un mois, je suis arrivée assez rapidement, voilà, sur la 4e position. Je crois que là actuellement on est premier. Donc voilà, comme quoi ça marche. Donc là je mettais l'exemple et on a eu rapidement des visites, voilà, avec quelques conversions. Autre idée reçue qu'on a souvent en SEO, je vais parler de la partie réduire, c'est que si je supprime des pages, je vais perdre du trafic. C'est pas toujours vrai, loin de là. Ça peut être l'inverse. En supprimant des pages, on peut rebooster les performances de l'intégralité des pages du site. C'est ce qu'on appelle l'élagage de contenu. Content pruning en anglais, si vous voyez le terme passer. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va faire une analyse des pages et on va se débarrasser des pages qui vraiment ne servent à rien. Donc j'entends par là des pages qui répondent pas du tout, qui ramènent pas notre cible, typiquement, qui sont hors sujet par rapport à notre cible. Qui ne ramènent aucun trafic parce que c'est pas des contenus qualitatifs, etc.
Donc là, je vais donner un exemple, mais je pourrais en donner beaucoup. Voilà, là, c'était un site où il y avait énormément de pages qui avaient été créées avec de l'IA en masse. Voilà, ils ont supprimé 5 millions de pages, soit, je crois, plus de 80% du site. Ça a reboosté toutes les autres pages. Donc là, ça veut dire, j'ai pas, ils ont rien rajouté comme contenu, ils en ont supprimé, ça a tout reboosté parce que c'était tellement pas qualitatif que ça desservait finalement le site. Donc pourquoi ça améliore les positions de façon concrète? Alors déjà, il faut savoir que Google n'a pas un temps infini à passer sur votre site quand il y vient. Donc plus vous avez un gros site, plus vous avez de chances qu'il n'arrive pas à avoir le contenu en une fois. Alors c'est pas forcément grave, mais ça veut dire qu'il faut quand même qu'il revienne souvent et il faut quand même faire en sorte qu'il puisse facilement accéder à toutes les pages. Donc si vous avez plein de pages qui servent à rien, dans lesquelles il va perdre son temps, bah c'est dommage parce que c'est du temps qu'il n'affecte pas sur vos pages stratégiques. L'autre chose aussi, c'est que faire de l'élagage et faire le tri, bah, ça fait du rangement et forcément dans l'arborescence du site, ça clarifie les choses et ça la rend plus simple, pareil, pour l'utilisateur et aussi pour Google. On supprime des effets de cannibalisation. C'est quoi? C'est quand vous avez deux pages qui se concurrencent sur le même mot-clé parce qu'on a parlé de choses qui sont trop proches, trop similaires, trop semblables. Et ça, forcément, bah, ça nuit aux performances. Et l'autre chose aussi, c'est que Google est très attentif à la qualité. Donc, si vous avez une bonne partie de votre site qui est pas qualitatif, Google classe votre site dans les sites pas qualitatifs. Et donc, du coup, bah, même les autres pages, il aura tendance à pas vraiment les bien mettre pas les mettre en avant. Et il y a aussi quelque chose de plus récent dont on s'est rendu compte, c'est qu'il aime bien en fait que le site soit cohérent dans sa ligne éditoriale entre la partie commerciale et la partie blog notamment. Si vous commencez à faire des articles qui n'ont rien à voir avec votre cœur d'expertise, Google va trouver que c'est pas du tout naturel, que vous n'êtes pas légitime sur le sujet et risque de vous pénaliser. C'est ce qui est arrivé récemment. Pour plusieurs sites en fait, qui se sont pris des grosses claques parce que ils allaient sur des sujets en termes de contenu éditorial qui avaient rien à voir avec leur métier. L'autre chose qu'on peut faire aussi, c'est réemployer. Ça c'est vraiment un quick win qui est important. Il vaut mieux passer du temps à revoir, mettre à jour ces contenus existants, les retravailler, que de créer des nouveaux contenus en fait. Pourquoi? Parce que en fait Google connaît déjà votre contenu, donc si vous le mettez à jour, il va le voir. Déjà, il va voir que vous faites l'effort de mettre à jour votre contenu, que l'information que vous avez elle est plus obsolète, et donc il va avoir tendance à plus facilement valoriser votre page et à mieux la positionner. Ça, c'est un petit graphe qui a été fait par HubSpot sur justement une petite expérimentation avant et après avoir fait les mises à jour, et ça a nettement amélioré en fait du coup leur performance. Ça, c'est juste une mise à jour sur la même page en fait? C'est ça, c'est-à-dire j'ai changé un peu mon contenu. Là, je vais donner un exemple concret d'un autre site. Voilà, à la base, le contenu, c'était celui de gauche. Ils l'ont mis à jour. Alors, ils ont, par exemple, un peu changé le titre. Ils ont rajouté des cas. Ils ont rajouté des cas d'études, quelques astuces. Ils ont changé l'image. Et voilà, ça a doublé le trafic. Impressionnant. Voilà. Alors évidemment, ils avaient aussi refait un peu la promo de la mise à jour de l'article en envoyant sur les réseaux sociaux, par exemple. Mais voilà, encore une fois, c'est plus rapide à faire que d'écrire un nouveau contenu, ça c'est évident. Vous connaissez déjà le sujet et on a plus facilement des résultats. Donc il faut vraiment commencer par là. Et ensuite, ce qui concerne le netlinking, alors le dernier pilier du SEO, donc le netlinking, c'est j'essaie d'obtenir un maximum de liens depuis d'autres sites vers mon site pour montrer à Google que mon site il est intéressant, il est populaire. Alors moi, de façon aussi pareil, un peu provoque, je l'appelle le faux troisième pilier du SEO. Pourquoi? Parce que en fait, il n'est pas forcément indispensable. On va souvent vous dire ces phrases-là, c'est-à-dire oui, il faut faire des netlinking pour être en première page, c'est obligatoire, etc. Pas du tout. On peut tout à fait refuser, et en l'occurrence, ça va être le cas si vous faites une stratégie pragmatique, vous allez vous apercevoir que vous n'aurez pas besoin de faire du netlinking, parce que, là, je reprends mon exemple de tout à l'heure, ça, c'est sans netlinking. J'ai pas eu besoin d'en faire.
Pourquoi j'ai pas eu besoin d'en faire? Parce qu'en fait, à partir du moment où on va travailler des mots-clés qui sont pas très concurrentiels, mais intéressants pour votre site, il n'y a pas besoin de faire de netlinking puisque vous arrivez avec alors un site techniquement propre et en faisant bien le travail sur le contenu, vous positionnez en première page. Donc ça n'a aucun intérêt d'aller faire du netlinking. C'est du temps de gagner et de l'argent de sauver aussi. Moi, je le vois vraiment plus comme le levier vraiment quand on a tout essayé et que ça n'a pas marché. Mais donc, quand je dis tout essayé, on a tout fait correctement sur les autres étapes avant. Je l'ai mis en gras, le contenu est bien maillé parce que c'est le truc souvent qui pêche un peu et qui permet souvent de remonter. Et en général, moi, je vais l'utiliser vraiment pour des mots-clés qui sont semi-concurrentiels, mais qui sont quand même intéressants voilà, en termes de business. Et sur lesquels ça ne suffit pas. Mais donc, ça veut dire que ça va concerner en réalité très peu de pages et très peu de mots-clés. Voilà. Et l'autre chose aussi, c'est que on peut aussi réduire l'impact carbone du netlinking assez simplement finalement, parce que vous avez plusieurs options qui s'offrent à vous quand on fait du netlinking. Et donc, je me suis amusée à les classer en termes pareils, niveau de difficulté et impact écologique, là, pour le coup. C'est top, ça. Voilà. En fait, il y a des choses, forcément, alors, ce qui a un impact écologique faible, c'est des choses simples du type, je demande à un autre site de faire un lien vers mon site. Pourquoi c'est un impact faible? Parce que vous faites juste créer un lien, en fait. Ça peut être aussi corriger des backlinks que vous aviez qui étaient sur une page que vous avez supprimée et donc de mettre le backlink vers une nouvelle page de votre site qui est bien présente. Voilà, tout un tas de choses qui sont simples aussi, qui coûtent pas forcément très cher parce que demander des backlinks à vos partenaires, vos clients, vos ambassadeurs, ils peuvent le faire gratuitement ou vous leur faites un petit cadeau en échange, enfin voilà, une rétribution mais pas forcément financière en tout cas. Donc ça, c'est ce qui consomme le moins et ça marche très bien. Et dès qu'on va aller sur des choses où on va un peu plus tricher, alors RP digital, c'est efficace, mais c'est un gros budget et ça va vous demander quand même un dispositif, voilà, de créer des contenus un peu complexes qui font le buzz, etc. Donc il va y avoir aussi des campagnes sur les réseaux sociaux, etc. Donc c'est quand même pas neutre. Et le pire, c'est les techniques qu'on appelle de Black Hat, réseau artificiel de liens. C'est quoi? En général, vous le faites pas vous-même. Vous déléguez à une agence qui va créer un réseau d'une cinquantaine de blogs autour de votre site pour viser une page. Donc 50 sites créés juste pour faire du backlink. Voilà, donc, je dis pas l'horreur. Ça coûte extrêmement cher, c'est dangereux, c'est risqué. Alors oui, ça produit du résultat, mais voilà, ça je le déconseille fortement pour plein de raisons. Donc voilà, donc si déjà vous faites ce qu'il y a dans le rond là, c'est déjà pas mal et ça sera déjà très bien. Et ça vous permet voilà d'aller sur des choses qui fonctionnent, qui ont moins d'impact et qui coûtent pas trop cher. Voilà, donc si je fais le bilan, j'avais fait ce petit post une fois. Concrètement, le Green SEO, ça coûte moins cher, ça prend moins de temps. On est axé conversion, donc c'est beaucoup plus efficace. Et voilà, moi c'est comme ça que je le résumerais par rapport à une stratégie SEO classique. Et voilà, j'ai fini. Super. Déjà, merci beaucoup parce que là, tu as partagé quand même beaucoup d'informations. Moi, personnellement, je connaissais pas grand-chose. Donc là, il y a quand même pas mal de choses intéressantes. J'ai beaucoup aimé aussi ta méthode des 3 R, inspirée, etc., du zéro déchet. Je trouve ça génial. Si je peux juste te poser peut-être cette question. Donc, justement, quand tu parlais de cette méthode-là, d'après toi, quelle étape est la plus souvent sous-estimée chez ceux qui l'utilisent, chez peut-être des clients plus avancés que des nouveaux, je sais pas. Moi, je dirais c'est réemployer les contenus. On est souvent plus dans une dynamique de faut que je crée des nouveaux contenus. Très rarement, c'est pareil, hein, j'ai bossé beaucoup en agence. C'est plus de créer des nouveaux contenus, mais on fait pas de bilan, pas d'analyse de l'existant pour voir déjà, les contenus qu'on a fait déjà il y a 2 ans, faudrait peut-être les mettre à jour.
Déjà d'un point de vue obsolescence, c'est important. Et puis se poser des questions. Voilà, est-ce que ça a fonctionné ou pas fonctionné? Qu'est-ce que ça a apporté, pas apporté? Voilà, ça c'est vraiment la première chose à faire, c'est un bilan, de se replonger dans ce qu'on a, et ça fait déjà pas mal de boulot, donc c'est pas la peine d'aller rajouter. Plus vous avez de contenu sur votre site, plus ça va vous prendre du temps pour les mettre à jour. Faut pas l'oublier. D'accord. Donc voilà. Moi, je pense que c'est ça le truc le plus sous-estimé. Et alors là-dessus, quand tu dis réemployer, donc on met à jour, donc là c'est on va sur notre site, sur notre page, on met à jour la page, etc. Mais quand tu dis réemployer, est-ce que c'est aussi des fois à partir de ce qu'on a, recréer un nouveau contenu et du coup sur une autre page ou est-ce que les deux ou que la première étape? Alors, je dirais plutôt à la première parce que si tu D'accord. réutilises un contenu pour en faire un autre et que tu utilises plus ou moins les mêmes informations, tu risques de concurrencer ton autre page. Par D'accord. contre, on peut tout à fait faire du réemploi par rapport à, par exemple, une newsletter, par rapport à des réseaux sociaux. Et ça, je pense que les gens le font déjà. C'est-à-dire, j'ai des contenus blog intéressants, je vais les découper pour faire des newsletters, je vais les découper pour faire des posts. Ou pour même faire un livre blanc, par exemple. C'est tout à fait possible. Donc ça, c'est une façon de réemployer par rapport à d'autres canaux, d'acquisition. Mais sur le site, il faut faire attention à bien avoir une page. Chaque page doit avoir une direction sémantique bien distincte, c'est-à-dire une page, je parle de tel sujet, et si une autre page, c'est un autre sujet, ou c'est traité de D'accord. façon. Enfin voilà, c'est pas la même chose. Dès qu'on commence à faire plusieurs pages sur des sujets qui sont très très proches ou qui vont reprendre des choses, ça commence à faire un peu de la cannibalisation. Ok, super. Bah écoute, merci beaucoup. Je sais que tu es aussi prise par le temps, donc merci déjà Désolée. d'avoir été là et de nous avoir expliqué tout ça. De toute façon, on te retrouvera sur un autre sujet. Donc merci encore et puis à une prochaine fois du coup. Oui, eh bien merci beaucoup Etilia. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir.